Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du Power Ranking. Aurélien Attard, qui était dans le premier épisode, est avec moi. Salut Aurélien. Salut Clément, salut à tous. Et aujourd'hui, nous allons parler des pilotes classés de la 50e place à la 41e place. Alors, petit rappel sur ce Power Ranking. On avait évidemment classé tous les pilotes dont on va parler sur leur niveau sur la décennie. Ce qu'ils ont fait avant ne compte pas. Ce qu'ils ont fait hors F1 ne compte pas. C'est leur niveau en F1 sur la décennie. C'était très important de le rappeler. Allez voir le premier épisode sur les places 66 à 51. Les derniers seront les premiers. Et tout de suite, enchaînons avec la place 50, Aurélien. Alors, la place 50, il me semble que ce pilote en question, tu le portes un petit peu dans ton cœur. Il s'agit de Charles Pic. Charles Pic qui a effectué 2 saisons de F1. La première en 2012 chez Marussia, puis la deuxième en 2013 chez Caterham. Et après, ça a été nettement plus compliqué. Exactement. Alors, je serai parfaitement impartial et totalement objectif sur Charles Pic, qui est un grand gâchis de l'histoire de la F1, puisque sa première saison, et j'ose le dire, était magnifique. Il a éclaté Timo Glock, cet Irlandais, selon les membres de Top Gear. Magnifique saison, et puis tout d'un coup, passage chez Caterham, Guido van der Garde en face, on fait de la merde, on sort de la F1, et puis la suite c'est un procès face à Lotus en F1, une demi-saison chez Andretti et China Racing en Formule 1 où il s'embrouille avec l'équipe. Bref, rien de très passionnant, et ça me fait mal à mon petit cœur, mais on pouvait pas le placer plus haut dans ce classement. J'ai bien évidemment tout fait pour le mettre première position de ce classement, vous vous doutez bien. Ah mais top 50 quand même pour Pic, malgré les faibles résultats en F1, c'est quand même pas mal. Oui, j'ai poussé, on peut le dire, j'ai poussé pour ça. Passons à la suite, numéro 49. Première surprise puisqu'il s'agit du premier pilote encore en activité aujourd'hui, il s'agit d'Antonio Giovinazzi. Alors, pourquoi avoir placé Giovinazzi aussi bas dans cette liste? Prenons par exemple ses premières courses en Formule 1, c'était en 2017 chez Sauber. Alors certes, le Grand Prix d'Australie était encourageant, on peut le dire, mais le Grand Prix suivant en Chine, avec un accident de qualification, un accident de course dans le même virage, ça flingue un petit peu un début de carrière. Et cette saison chez Sauber, chez Alfa Romeo, excusez-moi, il n'a pas été flamboyant non plus en première partie de saison, ultra dominé par Raikkonen. Il s'est un petit peu réveillé quand même en deuxième partie de saison en marquant des points, mais bon voilà, on est un petit peu sur la réserve. C'est vrai que c'est à partir de sa qualification en Autriche cette année qu'on a senti qu'il se réveillait un petit peu, et heureusement pour lui. Il a signé quelques bons résultats en fin de saison, tu fais très bien de le dire. Perso, je le trouve quand même assez catastrophique et j'ai du mal à le mettre plus haut. Et c'est vrai que sa première partie de saison ne le met pas en valeur, comme tu l'as dit, ses 2 premières courses chez Sauber en 2017. Après, sur les dernières courses, il me donne un peu tort. J'attends de voir, mais pour moi, il n'a pas le niveau. Voilà. Donc 49e place, tout le monde l'a placé à peu près dans ces eaux-là parmi l'équipe. Bien évidemment, c'est les derniers résultats de la saison, c'est toujours compliqué de parler des pilotes qui sont en cours en F1. Et forcément, si on avait pris que sur la première partie de saison, il aurait été plus bas. Là, ça le remonte un petit peu et c'est légitime pour lui. Au moins c'est clair, net et précis. Devant lui à la 48e place, nous trouvons Brendan Hartley qui a connu une carrière un petit peu tardive en Formule 1, qui est arrivé chez une équipe Toro Rosso en panique fin 2017. Clément, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la carrière hors norme du Néo-Zélandais? Alors tout à fait, c'est quelqu'un qui a fait ses classes chez Red Bull. Il a été notamment en Formule Renault avec le team Red Bull sponsorisé dans le Junior Team. Il a été en F3 Euro Series, en F3 britannique, un championnat qui était à l'époque très très fort. On y retrouvait des Hülkenberg, des Jean-Éric Vergne, enfin c'était un très très bon championnat. Et puis au moment où il a fallu choisir pour qui allait passer à l'étape supérieure, il est un peu resté sur le côté. Ceux qui ont été préférés, c'est Ricciardo et Vergne dans un premier temps. Et au fur et à mesure du temps, à quoi ça sert d'avoir un jeune pilote s'il n'a pas pour but d'aller en F1? On l'a viré du Red Bull Junior Team. On aurait pu croire à une fin de carrière, mais pas du tout. D'abord, il a été pilote essayeur pour Mercedes en F1, à l'époque où on avait encore Schumacher chez Mercedes. Et puis surtout, en 2014, Porsche revient en endurance et
Brandon Hartley en profite pour revenir. Alors ça lui aura permis notamment de gagner le championnat du monde d'endurance. Brandon Hartley est double champion du monde d'endurance, c'est très important de le souligner. Il a fait 2 podiums aux 24 heures du Mans, celui en 2015 où Hülkenberg gagne la course, et puis en 2017 où dans cette course rocambolesque où une LMP2 a quand même pris la tête à un moment, eh bien c'est l'équipage de Brandon Hartley qui gagne. Donc une carrière avant la F1 qui était assez chaotique, où il s'est réveillé sur le tard et finalement ce gamin capricieux que n'aimait pas trop Red Bull est devenu très très sage chez Porsche, et Red Bull lui a laissé sa chance pour une saison dont je vais te laisser parler. Oui, bah voilà, la saison 2017 qui c'est un petit peu fini de manière rocambolesque pour Toro Rosso, puisque Kvyat a été viré, puis réengagé, puis reviré derrière. Entre-temps, Sainz a été recruté par Renault, donc il a fallu dans un premier temps remplacer Kvyat, c'est pour ça que Pierre Gasly a été appelé, et puis après il a fallu remplacer Sainz, et donc Hartley a été rappelé en catastrophe parce que Red Bull ne disposait pas de jeunes pilotes en réserve. Ils n'avaient pas assez de points sur leur super licence, voilà ce que je voulais dire. Et donc du coup, un petit peu comme une erreur de casting, Hartley a été rappelé, et puis par la force des choses, il a disputé la saison 2018 avec Toro Rosso, et bon, sa fin d'aventure avec Toro Rosso est tout aussi dégueulasse que sa première fin de contrat avec Red Bull, puisqu'on lui avait promis monts et merveilles, et puis au final, quelques jours avant Noël, voilà, c'était terminé pour lui. Et puis il y avait déjà des rumeurs depuis le Grand Prix du Canada, donc il a vraiment passé une saison très délicate chez Toro Rosso en 2018. Pas ridicule en plus, face à Pierre Gasly, non, pourtant. Tout à fait, ouais. Donc un sacré gâchis, c'est dommage. Moi, ça me fait un petit peu de la peine de le placer si bas dans cette liste. Ouais, je suis d'accord avec toi. Passons à un pilote où justement j'ai pas trop de peine à le mettre aussi bas, puisqu'il s'agit d'Esteban Gutiérrez. Alors oui, Esteban Gutiérrez qui est étonnamment haut, je trouve. Je ne sais pas qui a voté pour lui, ça se trouve c'est même moi, tu vois, alors que je dis ça. Non, pas du tout. Nous ne dirons pas qui a voté pour lui, mais c'est un fan de Fernando Alonso. Enfin bref, pour revenir sur la carrière d'Esteban Gutiérrez, ça fait partie de ces pilotes qui ont fait leur classe en fait avant d'arriver en F1 et ont mérité d'y aller. Il a gagné la Formule BMW Europe à l'époque où c'était une grosse formule de promotion. Sébastien Vettel en sort par exemple. Il a gagné le GP3, la première année du GP3, donc forcément, qui était la petite série en F1 et qui méritait toute l'attention. Il a fait une deuxième saison en GP2 pas trop dégueulasse, en terminant sur le podium, dans une année, alors certes un peu moins forte, avec Valsecchi qui gagne et qui ne voulait pas faire de F1, mais quand même c'est un podium. Et du coup, il mérite sa place en F1. Sauf que, une fois arrivé en F1, c'est trop faible, ça va trop lentement, il se fait dépasser par Sutil lorsqu'il est face à lui, il se fait dépasser après par Grosjean lors de son retour. Que ce soit chez Sauber ou chez Haas, Gutiérrez n'a jamais eu le niveau pour aller au palais supérieur, et ça s'est vu après dans les autres championnats de très très gros niveau comme la Formule 1 ou l'IndyCar, où il a toujours galéré à montrer qu'il avait une réelle pointe de vitesse. Tout à fait, et je conclurai en disant que au final il a trouvé son rôle adéquat en Formule 1 puisqu'il occupe le poste fictif de pilote de simulateur chez Mercedes. Tout à fait, d'ailleurs, et d'autant plus fictif que à partir de l'année prochaine, beaucoup d'écuries de F1 vont tester des pilotes de e-sport comme pilotes de simulateurs. Donc les pilotes traditionnels n'auront plus trop leur place dans ce milieu-là. Esteban Gutiérrez, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va aller en 2020. C'est la grande question, c'est certain. Au-dessus de lui, à la 46e place, nous trouvons un célèbre neveu, puisqu'il s'agit de Bruno Senna. Alors Senna, ça a été un petit peu la grande hype de la fin des années 2000, début des années 2010, parce qu'on parlait de lui chez Braun Grand Prix à l'époque, à la place de Rubens Barrichello. Et puis, voilà, Senna est entré en Formule 1 par la petite porte en 2010 chez HRT. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été une réplique d'Ayrton, bien au contraire, c'est assez difficile de faire de bons résultats avec HRT, j'en conviens. Mais par la suite, il est passé par Lotus, puis par Williams face à Maldonado. On parle quand même de quelqu'un qui se crache tous les deux grands prix, donc ça devrait être assez facile de terminer devant lui. Ça n'a pas été le cas, et en toute logique, à la fin de la saison 2012, c'était la fin de Senna en Formule 1.
Oui, d'ailleurs, c'était une fin de saison un peu bizarre pour lui parce qu'on savait que Maldonado, par son argent, allait continuer en 2013 et on savait que Valtteri Bottas, par son talent, allait arriver en 2013 chez Williams. Donc, ça faisait déjà deux voitures de rempli, il n'y avait plus de place pour lui et il continuait un peu d'espérer. Enfin, c'était un peu bizarre. Mais après, Senna, c'est quelqu'un qui a connu une carrière surtout grâce à son nom, on va pas se mentir. Hein. Il a été dans différentes catégories en endurance, il les a toutes fait. Il a fait LMP1, LMP2, GTE Pro, GTE AM, notamment avec Aston Martin et avec Rebellion. Il est allé se balader en Formule E où on a essayé de recréer un duel Prost versus Senna avec Nicolas Prost, le fils d'Alain. Il a été se balader sa carcasse en Blancpain GT, enfin dans toutes les séries possibles. Et finalement, il a jamais réussi à porter une équipe. Il est toujours un peu le second pilote, hein, même quand il était en LMP2 et qui était censé porter l'équipe Rebellion. L'année où ils sont champions, c'est pas lui le meilleur, donc il continue de vivre sur son nom. Pour combien de temps ? Je sais pas, mais tu l'as dit, sa carrière en F1 s'est terminée prématurément et c'était tout à fait normal. Tout à fait. Devant lui, à la 45e place, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est tout à fait exact, nous trouvons Jarno Trulli. Alors Jarno Trulli, c'était un grand nom de la Formule 1 dans les années 2000 et également fin des années 90. Mais voilà, le Trulli des années 2010, c'était un Trulli vieillissant, en fin de carrière. Il a voulu se relancer chez Lotus. Non pas les Lotus Noir et Or, mais les Lotus Caterham toutes vertes de Tony Fernandez. Donc autant vous dire que ce fut très difficile. Et à la fin de la saison 2011, donc 2 saisons passées en fond de grille, c'était fin de carrière pour Trulli. Donc c'est en toute logique qu'on le place aussi bas. Quoique quand même, 45e pour 2 saisons assez médiocres, c'est quand même pas mal. Oui, c'est vrai que son nom parle pour lui. Puis on ajoutera que sur cette décennie, il a aussi créé sa propre écurie de Formule E qui fut la première de l'histoire à couler. Donc merci Trulli pour Trulli GP, on a bien rigolé. Voilà, c'est joliment dit. Au-dessus de lui, 44e place, nous trouvons un autre grand nom de la Formule 1 des années 2000, puisqu'il s'agit de Nick Heidfeld. Heidfeld, c'est un petit peu un scénario similaire à Trulli, hein, c'est-à-dire qu'on le retrouve au début des années 2010 dans une écurie un petit peu de fond de grille, puisqu'il s'agissait de BMW Sauber. La dernière saison de cette structure avec ce nom-là, avant de repasser tout simplement à Sauber. Et puis en 2011, on retrouve Heidfeld chez Lotus. Il signe un podium surprise tout de même. Et puis après, il se fait remplacer par Senna avant la fin de la saison. Effectivement. Et d'ailleurs, après, il a oscillé entre Endurance avec Rebellion Racing et Formule E avec Venturi et Mahindra. Il aurait dû d'ailleurs être le premier vainqueur de l'histoire de la Formule E, mais il s'est fait torpiller par Nico Prost dans le dernier virage. Et voilà, pas de coup d'éclat dans sa carrière après la F1. Vraiment, Nick Heidfeld, comme Jarno Trulli, ça restera les années 2000. Ah, tout à fait. Au-dessus de lui, nous retrouvons le dernier pilote italien au final de cette décennie. Il s'agit de Vittorio Giozzi. Alors je sais pas pourquoi il est au-dessus de Jarno Trulli et Nick Heidfeld. Il y a sa saison 2010 chez Force India qui était plutôt pas mal. Qui était effectivement, ouais, tu as raison, tu fais bien mon erreur, qui est un peu mieux. C'est vrai qu'il aura connu quand même des écuries assez drôles sur sa fin de carrière, hein, notamment HRT en 2011. Qui peut résister à HRT véritablement. Et puis il est allé dans le nouveau projet Endurance de Colin Coles, le Lotus qui est devenu ensuite by Coles. Donc il a du nez, l'ami Liozzi, puisqu'il est allé aussi chez Trulli GP dont on a parlé à l'instant, qui a coulé. Vraiment un mec qui aura connu une carrière assez délicate et qui a pris sa retraite en 2017 après de bons et loyaux services. Sans transition, parlons d'un autre pensionnaire de Sauber, on les aurait quasiment tous fait, puisqu'il s'agit de Marcus Ericsson. Alors Ericsson, si on n'avait pas pris en compte sa saison 2018, il serait vraiment très 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 bas dans ce classement. Oui. Alors un début de carrière en Formule 1 complètement cataclysmique chez Caterham, puis grâce à ses nombreux deniers suédois, on le retrouve chez Sauber entre 2015 et 2018. Et voilà, à chaque fois il se prenait une énorme gifle par ses coéquipiers. Et puis lors des dernières courses de la saison 2018, je sais pas, on a vu un Ericsson transformé, capable de rester dans le sillage de Charles Leclerc, on sait pas rien quand même. Et au final, il occupe encore aujourd'hui le poste de réserviste dans la même structure.
Et je peux pas dire mieux, je te laisse les propos. C'est vrai que, à part sa dernière saison, ça a été catastrophique, mais cette dernière saison nous a presque donné envie de le revoir en F1. C'est dire à quel point il a retourné la situation. Ah, tout à fait, tout à fait. Donc vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Ericsson, 42e dans cette liste. Franchement, j'y aurais pas cru. Et enfin, le dernier nom de cette émission, du moins, à 41e place, nous trouvons Felipe Nasser, l'équipier d'Ericsson lors d'un certain temps, chez Sauber, lors de 2 saisons seulement, 2015-2016. Alors Nasser, qui a connu un début de carrière en F1 vraiment incroyable, avec cette 5e place lors du Grand Prix d'Australie. Franchement, personne n'aurait misé là-dessus. Et au final, ça a été un petit peu son point d'orgue, son paroxysme, puisque après, les autres courses, pas seulement en 2015, mais en 2016 aussi, étaient nettement moins bien. Alors après, oui, c'est vrai que la Sauber de 2016 était catastrophique puisque c'était la version de janvier 2015 qui n'avait pas été améliorée depuis 2 ans. Nasser, moi j'aurais bien aimé le voir faire plus de F1 parce qu'il avait les capacités, je trouve. Il était très bon avant la F1, notamment en GP2 Series. C'est vrai qu'il est arrivé avec cette étiquette de pilote payant, mais sincèrement, il a été bon. Et ce qu'il prouve après, c'est qu'il a été dans le championnat d'endurance nord-américain qui est très concurrentiel et qui a véritablement porté son équipe et gagné dès la saison 2018. Donc en 2017, il a rien fait, il a fait une année off. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé j'aurais préféré le voir en 2017 aux côtés de Pascal Wehrlein plutôt que Marcus Ericsson au moment où c'était fait. Pas maintenant, mais au moment où c'était fait, j'avais un peu espoir. Mais c'est cool qu'ils soient l'un à côté de l'autre, Ericsson et Nasser. Ça reflète bien leur carrière. Ouais, tout à fait. Écoute, c'est déjà la fin de cette émission. Si un classement, enfin un pilote classé vous a choqué, peut-être que vous pensez que Ericsson mérite la première place de ce classement. Dans ce cas-là, dites-le nous en commentaire, mettez un like et surtout, plus important, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines publications. Tout à fait. Le Power Ranking continue très bientôt avec les places suivantes. On se rapproche très vite du top 1. Qui va être premier? Quel suspense. Aurélien, merci beaucoup. À la prochaine. Salut. Salut à tous.